Nous avons toutes et tous, un jour, considéré l'autre comme marginal, différent, qu'il soit venu d'ailleurs ou qu'il ait quitté nos rangs. L'autre s'éloigne et se forge de sa propre expérience, en parallèle de la nôtre. Qu'on le côtoie ou qu'il nous soit étranger, on l'observe de loin ou on lit ses récits. Victor s'est forgé une identité politique au fil de ses études, au gré des rencontres. Un questionnement le traverse durant ces années. Comment lutter contre une société qui ne lui ressemble pas ? Vous écoutez Dans l'ombre, un podcast présenté par Lucas Mahé et produit par Dype. On va parler de squat, mais avant, je voudrais parler un peu de ta vie en général, ton chemin de vie. Du coup, je voulais savoir à quoi ressemble ta vie quand t'es au lycée. Quand je suis au lycée ? Ouais. C'est un lycée où il y a beaucoup de filières artistiques. Et du coup, moi, je rentre dans le lycée en première, parce qu'avant, j'étais dans un lycée plutôt scientifique et tout ça. Et en fait, au bout de ma seconde, je me suis dit que je voulais pas faire S ou truc comme ça. Ouais. Et du coup voilà, j'ai un petit peu complètement changé de direction et je suis parti vers une orientation littéraire et avec spécialité théâtre en plus. Ok. Et t'as dû changer de lycée pour ça ? Ouais, j'ai dû changer de lycée parce que c'était vraiment un lycée très très scientifique quoi. Ok. Ouais. T'aimes bien le théâtre ? Pourquoi ? Bah le théâtre ouais, en vrai je sais pas exactement d'où c'est venu, tu vois. Ouais. Ouais. En fait, je suis allé aux portes ouvertes du lycée, j'ai rencontré la prof de théâtre, j'ai vu un petit peu l'atmosphère, la scène, les répétitions, trucs comme ça. Et je me suis dit vas-y, faut que j'y aille, ouais, je tente ça, ouais, carrément. Super. Carrément. Est-ce que c'est au lycée que t'as commencé à être un peu militant ? Les bases de mon militantisme. Ouais. La genèse. Ouais, la genèse. Non, je pense que si on veut vraiment reprendre les bases, faut remonter plus loin. Tu vois, moi, je suis d'une famille où mes deux parents sont syndiqués, où je grandis un petit peu dans un folklore de la lutte et tout ça. Je fais des soirées avec mes parents, avec leurs amis, ça chante l'international. Ok, ouais, bien. En fin de soirée, tu vois, ouais, voilà, tu vois, carrément. Et du coup, ça, c'est toujours un peu présent dans ma vie. Enfin, je peux pas dire que je sois politisé à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui est dans ma vie, tu vois. Pour prendre un exemple, en 2010, je suis au collège, je suis en 3e, et il y a un gros mouvement contre une réforme des retraites. Et les lycées aux alentours, c'est encore dans un plus petit bled quoi. Les lycées aux alentours, ils se mettent en blocus et tout machin, tu vois. Et nous, avec des potes, avec 2-3 potes, on décide de bloquer le collège, tu vois, en mode normalement au collège t'as pas le droit de faire ça, Okay, tu vois, ouais, ça ouais. rien à voir, mais tu vois, on dit qu'on va faire un blocus et tout machin et qu'il faut soutenir le truc et tout, même si on n'a pas vraiment conscience de Ouais, c'est pour faire un tous blocus, les quoi. enjeux et tout Ouais, machin. Ouais, c'est un peu marrant, pour faire, c'est ouais, marrant, carrément. on est jeunes. C'est pour bloquer le truc et rejoindre le lycée après tout machin. Donc ouais, voilà, Ok, ça c'est les bases. ça c'est les bases, ouais. Et comment ça s'est développé après, vers entre 15 et 18 ans ? Entre 15 et 18 ans, entre 15 et 18 ans, en vrai, au lycée, il y a pas vraiment une activité politique énorme, tu vois. Je trouve que il y a pas eu de gros mouvements comme je racontais juste avant où il y aurait eu des blocus et tout machin. Du coup, c'est un petit peu en latence quoi. C'est ici, je pense que j'ai beaucoup d'intérêt pour la matière historique où du coup on voit pas mal l'histoire du 20e, l'histoire syndicale, révolutionnaire et tout ça. Ça m'intéresse vachement. J'ai des profs qui sont aussi syndiqués, qui nous parlent de ça et tout machin. Et du coup ça provoque de l'intérêt, ça nourrit une réflexion qui est ici, mais qui est pas non plus active quoi. Ça me pousse pas à je sais pas, à m'inscrire dans des associations par exemple, plus, ou tu vis ta vie de lycéen. Ouais, voilà, tranquille, tranquille. Tout en ayant, tu vois, ouais, c'est des discussions après avec les potes sur l'actualité ou trucs comme ça quoi, mais ça s'arrête là quoi. C'est quoi ton entourage au lycée ? Au lycée, mon entourage, c'est principalement les potes de l'internat, je vais dire, parce que l'internat, bah voilà, ça permet de créer des liens un peu plus forts.
Donc on est un peu H24 ensemble et il y a parmi ces gens de l'internat, il y en a qui sont en plus dans ma classe, donc vraiment ça construit un groupe dans lequel je me sens bien, je me sens à l'aise, et voilà, où il y a aussi ces discussions sur le monde, ce qui nous entoure et tout machin, voilà. Donc là, tu vis à l'internat. Juste après le lycée, tu pars en études sup direct? Ouais, je pars en études sup, ouais, Okay. Carrément. Et je m'inscris en fac de philo. Fac de philo, voilà. Du coup, ça étonnera personne, mais comme pour beaucoup de gens, la première année, elle est compliquée à la fois. C'est les premiers moments d'autonomie, parce que voilà, l'internat, c'est pas l'autonomie non plus, quoi. Ouais, là tu passes à la liberté de la fac. Ouais, voilà, la Une liberté nouvelle ville. et la liberté qu'a ces deux, il y a un retour de bâton aussi, quoi. En mode ouais, tu sors, t'es avec tes potes, tu fais usage d'une grande liberté, quoi. Mais il y a aussi tout le truc où tu vis seul. Il y a des moments compliqués. Moi, j'étais un peu perdu sur ce que j'allais faire après, sur moi, ce que je voulais dans la vie, tout ça, quoi. Tu sortais seul en première année? Je me sentais seul parfois, pas tout le temps, quoi. À la fois très entouré, à la fois avec des moments de grande solitude où c'était les moments où je me posais les questions, quoi, justement sur mon avenir, sur quelle route je voulais prendre et tout ça, machin. Et du coup, ça crée de la solitude, ouais. Là, t'avais un appart? Ouais, j'avais un appart, ouais. Où j'étais seul, ouais, du coup. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de militantisme là qui arrive avec les nouvelles connaissances en philo ou... C'est plutôt Plus après? C'est plutôt un peu après, lors de la deuxième année que je repique, du coup, toujours en première année. Et là, c'est 2016, du coup, il y a un gros mouvement social contre la loi travail sous Hollande, là, qui fait qu'il y a un bouillonnement un peu sur la fac. Il y a une activité très intense pour politiser un petit peu les gens, les étudiants, pour créer une mobilisation. Il y a des actions, il y a des blocus et tout ça. Et en parallèle, moi, je rencontre des amis qui sont déterminés là-dedans et où je progresse sur ma compréhension des choses et sur des aspects du militantisme, comme savoir s'organiser, participer aux manifs, faire des réunions, et choses comme ça, quoi. Pourquoi tu te bats à ce moment-là? C'est contre la loi travail seulement, ou genre il y a plein d'autres choses qui te semblent Ouais, pas supportables dans la société au général, tu vois? Ouais, c'est une grosse question, en vrai. C'est une grosse question, grosse question. Carrément. Bon, non, la loi travail, c'est un peu un prétexte parce que, c'est un prétexte. Non, bien sûr, c'est à la fois donc une réforme très libérale qui vient casser tout un tas d'acquis sociaux qui ont été conquis. Avec un héritage syndicaliste et tout, donc très important. Et à la fois, moi, je dirais côté plus perso, je pense je suis un peu dans des idées assez nihilistes, ou en mode toute la société est à changer, tout est à cramer, tu vois, tout est acheté là-dedans, et du coup faut s'énerver, et tous les moments sont bons pour le faire, toutes les occasions sont bonnes pour le faire, et c'est particulièrement prégnant dans les mouvements sur la fac et dans les manifs au niveau de la jeunesse à ce moment-là, ouais. C'est cet état d'esprit, je pense. T'es en colère, tu dirais? Ouais, j'ai de la colère, ouais. Ouais, j'ai de la colère, aussi, je pense, parce que, pour psychologiser peut-être un peu, aussi parce que je vois bien qu'il y a un truc qui tourne pas rond, parce que moi, j'ai l'impression d'être aussi sans issue, tu vois, sur mon avenir, alors que il y a plein de choses à faire, mais je pense qu'il y a des choses qui agissent inconsciemment, tu vois, comme le fait que d'être diplômé dans notre société maintenant, ça garantit pas d'avoir des bonnes situations après, de trouver des tafs et tout machin. Je pense que ça, inconsciemment, ça joue sur notre mental, quoi. Même si c'est pas explicite, et même si on n'arrive pas à se le formuler, je pense que c'est quelque chose qui agit sur toi
un niveau social, un niveau macro, quoi. Ça joue sur ta psychologie, quoi. T'as dit être dans le nihilisme à ce moment-là. Tu peux m'expliquer un peu? Bah, dans le nihilisme, c'est-à-dire nihilisme, on pourrait le résumer rapidement, dire que je crois en rien, quoi. C'est-à-dire que j'évalue ou j'interprète tout ce qui se passe dans la société comme étant un grand mensonge ou une grosse fausse route de la société, quoi. Okay. Et c'est au niveau sociétal. Ouais, okay. Carrément. Mais aussi individuel, en vrai. Ouais. Carrément. Et du coup voilà, ça, c'est en mode y a rien de bon, faut tout réinventer pour tout péter, quoi, quelque part, tu vois. C'est un peu ça. Comment tu passes d'être en philo en appart à vivre en squat? C'est assez long. Donc comme je disais un petit peu, j'étais dans une mentale assez sombre quand même à ces moments-là. Enfin, ouais. Je veux dire, j'étais joyeux quand même, quoi. Ça allait, mais il y avait quelque chose de pesant. Et en fait, comme je disais, je voyais pas d'issue et tout machin. Et du coup, la solution que j'ai trouvée, c'était un petit peu de prendre la fuite quelque part, tu vois, pour me protéger, pour voir autre chose, pour pas rester là à rien faire, pour pas rester là à succomber à cette ambiance dans laquelle j'étais, quoi. Et du coup, en fait, je me dis que je voyageais, quoi. Du coup, je prends un taf, j'économise, je voyage, je monte un projet avec des potes pour partir en Grèce et voilà, on fait un tour d'Europe en train et on arrive en Grèce, on y vit quelques mois et voilà, on revient et ensuite Ah ouais, attends. Ouais, je vais en parler. Bah, tu me dis, je fais un tour d'Europe, après je vais en Grèce. Bah, faut en parler un peu. Ouais, carrément. T'as pris un Interrail? Ouais, exactement, ouais, Interrail. Sur un mois. Et du coup, on est parti un mois d'hiver et on a fait beaucoup de pays de l'Est de l'Europe, du coup, pour arriver jusqu'à Athènes. Et tu vis combien de temps là-bas, t'as dit? Sur Athènes? Ouais. 5 mois. Ok. 5 mois. Et vous vivez où? On vivait dans un appartement qu'on avait trouvé là-bas. Et du coup, voilà. Sur la route, c'était assez formateur aussi. Enfin, formateur. Ça m'a permis de comprendre des choses aussi que je voyais pas avant depuis là où j'étais, quoi. C'est-à-dire ça tombait aussi pendant la fin de la guerre en Syrie et du coup, il y avait tout un mouvement des réfugiés qui arrivaient de l'Orient pour remonter jusqu'au pays de l'Ouest, quoi. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé un petit peu à faire la route inverse de ces personnes-là. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvé à croiser leur route, à observer dans les moyens par lesquels ils survivaient, par les moyens par lesquels ils se déplaçaient, comment ils étaient aussi reçus dans les pays, dans les villes dans lesquelles ils étaient, quoi. Et du coup, je pense que ça m'a tapé parce que c'était des conditions extrêmes, quoi. Vraiment, tu te retrouves devant des grands camps, des grands bidonvilles remplis de personnes qui cherchent à se réfugier, à avoir une vie meilleure et tout machin. Et toi, t'es là, donc voilà, tu proposes un petit peu ton aide et tout machin, mais c'est surtout tu les croises, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a cette position aussi d'observateur, quoi. Ouais, t'as pas grand chose à offrir en même temps, quoi. Non, pas grand chose. Dans un autre pays. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis sur cette route-là, on a fait beaucoup d'étapes et du coup, on restait pas longtemps sur place, quoi. On prenait les températures à chaque fois, on captait l'ambiance et puis voilà, on en reparlait entre nous. Mais et après, tu rentres en France. Je rentre en France, je suis ruiné. Ouais. J'ai plus une thune parce qu'il m'est arrivé des galères. Bref, je passe là-dessus. Du coup, je me retrouve obligé de trouver un taf, quoi. Et du coup, ce taf, je le trouve dans la restauration, donc basique, hein, il ne demande pas de diplôme, payé au SMIC et horaire un peu merdique et tout. Et voilà, du coup, j'y reste pendant 8 mois.
au cours desquels quand même j'ai des amis qui eux s'investissent dans des lieux occupés dans la ville, et notamment sur la fac, et justement qui sont occupés pour accueillir des réfugiés de guerre, quoi. Et pas que. Je cohabite à distance avec ces lieux-là, j'y passe, je file des coups de main et tout machin. J'y vis pas concrètement, et puis voilà, j'ai mon taf aussi à côté qui fait que je peux pas m'y mettre à plein temps, quoi, en gros, mais voilà, les premiers contacts se font comme ça avec les personnes qui sont réfugiées, avec d'autres personnes qui agissent aussi, qui militent pour le logement de ces personnes et pour qu'ils soient accueillis dignement, quoi. Et du coup voilà, je commence à fréquenter ces ambiances, ces groupes, ces mentalités, ces pensées-là aussi, et voilà, je m'acclimate, quoi. Et au fur et à mesure, ça aboutit à un projet d'ouvrir nous-mêmes un squat avec notre groupe qu'on a conçu, quoi, qu'on a. C'est quoi l'idée à la base? C'est pour les réfugiés ou pour vous? C'est un petit peu les deux. Okay. Parce qu'on est tous plus ou moins précaires vis-à-vis du logement, tu vois. On est tous un peu en galère. Les uns vivent chez leurs parents à mi-temps. Moi, je vis chez mon frère sur un matelas dans sa chambre. Et du coup, voilà, il y a cet impératif aussi de ouais, pourquoi pas, c'est une solution pour se loger, avoir un chez soi, et puis ne pas dépendre de la bonne volonté d'un propriétaire qui va te demander un garant, un SMIC, enfin voilà, tout ça, quoi. Et du coup, je me rends compte que c'est grave possible, quoi. En fait, qu'il y a des moyens, mais que c'est un apprentissage, quoi, d'ouvrir un squat. C'est vraiment sérieux, quoi. Comment on fait? Il y a plusieurs phases. Déjà, il faut trouver le lieu. Donc ça, c'est un taf laborieux, quoi, parce qu'il faut trouver un lieu qui ait une bonne situation, qui soit vide. Quand je dis bonne situation, c'est un lieu souvent abandonné depuis quelque temps, qui est laissé à l'abandon, dont les propriétaires se soucient pas trop. Voilà, où il n'y a pas eu non plus un squat avant nous, enfin avant ce moment-là, quoi. Du coup, il y a plein de paramètres à rassembler, et c'est assez compliqué de les réunir tous, et d'avoir ce lieu-là, quoi. Et ensuite, vous avez galéré pour votre premier? Ouais. C'est quoi les galères? Les galères, il y a plein de galères. Notre premier, c'était une maison complètement abandonnée depuis longtemps. En fait, c'était 2 maisons. Ça faisait un immense bâtiment. Bon, le compliqué, ça n'a pas été de rentrer dedans en tant que tel et de pouvoir se poser dedans et tout, mais ça a été le fait qu'en fait, il y avait rien dedans, quoi. En fait, ça faisait partie d'un quartier sur lequel il y avait un projet, donc des grandes démolitions de prévues, et sur lesquelles la destruction était imminente, et en gros à l'intérieur, il y avait plus le raccordement à l'eau, il y avait plus le raccordement à l'électricité, il y avait c'était vieillot, c'était humide, c'était pas évident. Du coup, on a vécu là-dedans pendant 2 mois. Okay. Donc sans eau. Ouais. Avec une électricité précaire, parce qu'on a réussi à la remettre au bout d'un moment. Mais sans eau, donc c'était voilà, je vous laisse imaginer. C'était pas facile. Ouais. Carrément. Ouais, il devait être marrant, la première nuit dans ce... Ouais, c'était à la bougie. Ouais. À la bougie, t'as un matelas dans une chambre, t'as ta bougie. Okay. Du coup, je me rappelle avoir lu ce livre-là pendant mes nuits à la bougie, là, où tu dors pas très bien, forcément, quoi, mais... Et vous restez 2 mois dans votre premier squat? Ouais. Pourquoi vous partez? Parce qu'en gros, quand tu squattes une maison, les gens, le voisinage leur marque, et souvent la police arrive dans les premiers temps, quoi, et pour constater l'occupation et tout ça.
Après, il y a tout un volet judiciaire qui s'ouvre en fait, où en fait on est envoyé devant le tribunal et où on doit monter un dossier pour défendre la maison, essayer d'obtenir du délai et voilà. Et du coup là sur ce cas-là, c'était un peu c'était impossible d'obtenir plus de délai quoi, parce que la situation était telle, l'avancement du projet qui devait remplacer toutes ces habitations était tellement avancé que la mairie et la métropole a fait pression et ça appartenait à la mairie Ouais, ça appartenait à la mairie. Et du coup a fait grosse pression à monter un gros dossier en béton pour que ça dure le moins longtemps possible et finalement au jugement on a eu aucun délai, expulsion immédiate et tout ça quoi. Ok. Donc là tu te retrouves sur logement Ouais, du coup là sans logement du jour au lendemain, mais du coup on s'y prend à l'avance et en fait le jour du déménagement on remménage directement dans une maison quoi qu'on avait repéré tout ça machin et en fait voilà on fait déménagement emménagement d'un coup, on arrive dans un autre genre de maison, une petite maison pavillonnaire dans des quartiers tout à fait honnêtes. En fait c'est une maison qui était en location auparavant, mais qui n'avait pas eu de locataire depuis un moment. On a eu vent de cette histoire. On a pu se procurer les moyens d'y rentrer. Et après, on y a vécu pendant 6 mois, je crois. Ok. Ouais. Il y a des réfugiés avec vous à ce moment-là Ouais, justement, à ce moment-là, ouais, on accueille en particulier deux personnes. C'est deux mineurs isolés, originaires de Guinée et du coup, ils ont 16, 15 ans, tu vois. Ils ont fait le trajet, ils viennent d'arriver en France. Et voilà, par les réseaux, par les connaissances, on nous demande si c'est possible de les héberger, de les loger pendant un certain temps, quoi. Du coup, nous, on accepte et on les accueille avec nous. Et voilà. Ok. Toi, tu travaillles plus à ce moment-là quand t'es en squat? À ce moment-là, non, je travaille plus. À ce moment-là, j'ai arrêté la cuisine. Ouais. Comment vous mangez? Comment on mange? Principalement, on fait des récup. On se déterre à aller récupérer les fruits et légumes sur les marchés, à faire les poubelles de grande surface. Et voilà, ça aussi c'est un choc en vrai. Au début quand tu découvres ça, tu fais mais c'est impressionnant quoi. Comment c'est possible de jeter des tonnes pour un seul magasin de viande, de tout ce que tu veux, tu trouves de tout quoi. C'est impressionnant quoi. Mais du coup ouais, on se nourrit principalement comme ça. On a vite fait une caisse commune où on peut acheter des produits des produits en magasin qui manquent quoi, mais non, principalement ouais, c'est de la récup. Ouais, tu trouves tout en récup, ouais, clairement. Tout ce que tu veux. Mais ouais, c'est assez impressionnant les premières fois que tu vois des bennes remplies de trucs qui sont jetés la journée et tout. Bon, la table de péremption vient d'être passée quoi, mais c'est encore tout à fait comestible et tout. Ouais, ça renseigne aussi sur sur le système économique dans lequel on est, le fait que il y a une surproduction qui est là quoi, qui est constatable quoi, c'est empirique quoi, on le voit quoi, c'est ici. Ouais, énormément de nourriture qu'on jette et plein d'habitations où il y a personne dedans en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est assez fou parce que quand tu te balades dans les rues et que tu avec un objectif de regarder un petit peu s'il y a des maisons vides, t'en trouves vraiment un paquet quoi. Tu trouves vraiment un paquet et souvent c'est des maisons secondaires ou des trucs qui peuvent pas être exploités par des squatteurs, mais en tout cas il y en a à tous les coins de rue quoi. Attends, j'ai un point stat. Ouais. Il y a 3 millions de logements vacants en France, soit 8,2% selon l'INSEE en 2021. Ok, ouais. Bah oui, faudrait comparer ce chiffre avec le nombre de sans-abri qu'il y a. Et puis voilà. Il y a plus rien à dire. Ouais. Enfin, ouais. Ouais, ça, c'est effarant, ouais. Est-ce que tu veux me parler un peu plus de tes engagements politiques? Ouais, je peux parler un petit peu de peut-être ce qu'on pourrait appeler l'idéologie qu'il y a derrière cette volonté d'ouvrir des squats et tout ça. Voilà, je pense que ça a été le premier jalon. On peut dire que c'est intérêt pour la philosophie anarchiste.
pense à la fac là, j'ai commencé à lire pas mal et à me renseigner pas mal sur l'anarchisme théorique, quels étaient les questionnements, les valeurs et tout ça. Et du coup, en lisant des auteurs comme Bakounine ou Kropotkin, des gens assez illustres dans ce milieu-là. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a tout un panel dans ces milieux de tracts et de documentation qui s'échangent lors d'événements, trucs comme ça, où vraiment il y a vraiment des réflexions théoriques sur énormément de sujets. Donc je sais pas, comment faire la révolution, les sujets d'ordre féministe, sur la question du genre, voilà, toute une immense gamme théorique qui est à sa disposition et sur lesquelles on peut se renseigner. Okay. Quoi. Toi, tu te revendiques de l'anarchisme ? Plus maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'était vraiment ce qui me déterminait dans mon engagement politique. Ouais, c'était les valeurs. Tu peux m'expliquer un peu ce que c'est L'anarchisme ? Ouais. L'anarchisme, on va dire, comme des mouvements plus traditionnels, c'est un mouvement qui lutte contre la logique capitaliste dans les sociétés. Du coup, toute la logique d'accumulation du capital et qui entraîne de la surproduction, la pauvreté systémique, tout un tas de discriminations également. Et en plus, il y a un grand rejet de l'État avec un grand E, de manière assez unilatérale et monolithique, c'est-à-dire que l'État est par définition, par la nature du pouvoir, corrompra n'importe quel individu, et du coup la prise en main du pouvoir est par nature suspecte et contre-révolutionnaire et va susciter va provoquer des discriminations, des inégalités et tout ça. Du coup, de manière assez générale, être anarchiste, c'est se battre contre les logiques discriminatoires, le capitalisme et puis l'État qui représente le pouvoir. En faveur de quoi en fait ? Tu te bats contre, mais pourquoi finalement ? Ouais. Alors ça c'est une bonne question et c'est pour ça que peut-être tout à l'heure j'ai fait référence au nihilisme, dans le sens où finalement à l'époque j'avais pas les logiques anarchistes sur l'après me paraissent plutôt pauvres, dans le sens où évidemment il y a le questionnement sur un après et plutôt après il y a des débats et tout à l'intérieur de l'anarchisme, mais plutôt il y a cette idée de relocaliser, de faire une société fédérale de communes, à l'image assez folklorique dans les milieux de la commune de Paris qui s'était révoltée. Ouais. C'était rebellé contre la République à l'époque, qui avait enfin bref, on va faire l'histoire, mais allez sur Wikipédia. Ouais. Voilà, allez vous renseigner sur la commune. Super événement à connaître. Et du coup, une logique assez fédéraliste de fédération de communes qui seraient autonomes et dont les ressorts politiques émaneraient d'une démocratie directe, mais vraiment à échelle humaine, comme une démocratie à la athénienne à l'Antiquité, où vraiment chaque individu aurait la possibilité de s'exprimer, où le consensus se fera à une échelle très locale. Et du coup voilà, c'est un petit peu ça l'horizon libertaire, quoi. C'est cette idée de la société qui de fait éliminerait le pouvoir, l'immense pouvoir que représente l'État centralisé, qu'on connaît depuis la Révolution en France, même depuis avant en fait, largement avant.
Mais voilà, c'est pour contrecarrer cette logique très centralisatrice du pouvoir à Paris et tout ça. Okay. Moi, je m'en suis détaché parce que je crois que c'est pas possible de revenir à cet état des choses et que peut-être il y a des analogies à faire avec le système féodal qui finalement il ressemble beaucoup aussi. Enfin bref, le principal argument, c'est de dire que, enfin moi je dirais que c'est illusoire de prétendre retourner à cet état des choses et voilà. Tu penses quoi maintenant ? Je pense quoi maintenant ? Politiquement. Eh ben je suis toujours révolutionnaire. Ça n'a pas changé, mais c'est vrai que je me suis depuis beaucoup intéressé à la pensée marxiste. Donc Marx qui est fondateur du communisme, non, c'est une connerie de dire ça, mais bon voilà, qui a produit une analyse scientifique et très rigoureuse du système capitaliste et qui grâce à tout un appui philosophique notamment de Hegel, en gros a réussi à mettre en lumière les contradictions internes du capitalisme et à montrer en quoi en fait il allait finir par se détruire, et s'il ne se détruisait pas, ce serait nous tous qui en fait en pâtirons, quoi. Du coup voilà, je m'intéresse beaucoup à ça et du coup au mouvement communiste plus précisément, surtout au XXe siècle, quoi, avec toute cette manière de lutter beaucoup moins spectaculaire que les anarchistes, qui souvent dans l'histoire sont illustrés, pas tout le temps, mais pas mal, en tout cas c'est ce qui est beaucoup repris médiatiquement, par des actions directes, que ce soit des attentats, des choses assez spectaculaires et qui mobilisent l'opinion, mais qui in fine n'apportent peut-être pas un grand progrès social, quoi. Et du coup voilà, moi je suis plutôt rentré dans une démarche un peu plus comment dire, je sais pas, enfin une démarche qui comprend aussi le rôle historique des syndicats, le rôle historique de l'anti-impérialisme, l'histoire des révolutions passées, que ce soit au Mexique, en URSS ou... Enfin voilà, je revisite un petit peu tout ça et c'est vrai que je trouve une cohérence plus logique là-dedans. Mmh. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter sur ta vie en squat ou... Des anecdotes à raconter, des galères, des trucs marrants, ce que tu veux. Il y en aurait, mais je pense à des trucs, mais pas trop, pas forcément envie de la raconter. Ouais, il y a déjà eu des descentes de Faf, ouais. Ça, oui. C'est quoi les descentes de Faf ? Bah après de Faf, si c'est des Faf, mais après, enfin, comment dire ? Bah je vais expliquer. En gros, on avait des potes qui squattaient aussi, qui habitaient une maison. Et donc même situation, hein, genre les gens qui galèrent et tout, qui militent et tout machin. Et ils rentrent dans une maison et bon voilà, ils s'installent et tout machin, ils lancent leur procédure normale. Et je sais pas, dans le mois qui suit, ils subissent des attaques et des coups de pression assez vénères, c'est-à-dire que en pleine nuit, une bande de types, je sais pas, peut-être 5-6 types cagoulés, gantés, matraques, pètent les portes, rentrent dans la maison, menacent les gens, foutent des coups de matraque, aspergent tous les sols, toutes les tapisseries, les canapés de mélange de merde, je sais pas quoi, tu vois. Et voilà quoi, c'est des moments hyper compliqués à gérer parce que voilà, mine de rien, tu te sens chez toi aussi. Ouais. Et c'est une grosse intrusion et voilà, t'as toute cette violence qui se déferle contre toi, quoi.
Et voilà, c'est des bandes de faf, sûrement, tu vois. Sûrement aussi que c'est des gens qui ont peut-être été payés, tu vois, par un propriétaire, pour esquiver le passage en justice, qui justement permet aussi d'équilibrer et de donner du délai, comme je dis, parce que tout ce passage en justice, en fait, c'est une tension entre le droit à la propriété privée, donc le droit des propriétaires, qui est un des fondamentaux de la Constitution, et le droit au logement que nous on essaye de faire valoir. Du coup, tout le travail du juge, c'est de mesurer à quel point les personnes qui vivent dans ce squat ont besoin pour se réinsérer, pour aller mieux dans leur vie, d'un logement pendant un temps, et de mesurer ça à la situation du propriétaire, si c'est une maison qui va utiliser vraiment prochainement, s'il y a vraiment des échéances qui vont arriver, que ça dérange vraiment le propriétaire et tout, ou si en fait la maison elle est abandonnée, elle est laissée là pendant un moment, et ça se trouve c'est pour faire le jeu de l'immobilier aussi, il laisse prendre de la valeur à un bâtiment, et il le vend pas tout de suite parce que il se fera de la thune plus tard et tout machin. Donc voilà, le travail du juge, c'est ça, quoi. Mais du coup ces attaques, c'est vraiment pour court-circuiter ce passage en justice qui peut permettre d'obtenir du délai derrière. C'est le pire truc qui peut t'arriver en squat, qui est une bande comme ça qui arrive. Ouais, carrément, ouais. Mais ça dépend, mais c'est récurrent quand même. Ouais, carrément. Souvent des coups de pression comme ça, il y en a quand même régulièrement. Okay. Et pas qu'ici, hein, partout dans toutes les villes. Est-ce que tu as un sentiment d'insécurité quand tu vis en squat ? Ouais. Enfin, oui, carrément. Après, tout est... Ouais, oui, carrément, parce que une grande part de l'organisation, c'est aussi, au sein du groupe, c'est aussi de barricader son logement, quoi. C'est de faire en sorte d'avoir tout un plan pour ne pas se faire intruser, pour ne pas laisser rentrer n'importe qui, pour veiller à qui sonne à la porte et tout. Et du coup, de fait, ça instaure un climat de défiance, à tendance un peu paranoïaque aussi, hein, en vrai. En vrai, il y a des moments, parce que ça dépend des périodes, les moments où tu sais que la police va passer pour constater une occupation, ou alors des moments où tu sais que les propriétaires est au taquet, ou des moments comme je décrivais avant, où il y a des coups de pression assez forts. Ah bah ouais, t'es pas bien, et puis t'es un petit peu, il y a ce truc aussi où t'es obligé de rester sur place pour surveiller, donc de ce point de vue-là, t'es soumis à cette menace, quoi, qui est toujours là, qui est latente, qui varie selon les périodes, selon les situations des maisons et des propriétaires, quoi. Mais ouais, ce sentiment d'insécurité, il est présent, ouais, bien sûr. Et du coup, ouais, ça pour l'apaiser, il faut une grande rigueur dans l'organisation et dans la gestion au niveau collectif de ces moments-là. Est-ce qu'il y a d'autres gros problèmes que tu puisses rencontrer en squat ? Bah oui, hein, tout ce qui a rapport avec les nécessités premières. Hein, bon, du coup, je disais, pour manger, ça va. Plutôt l'opulence. Mais quand t'as pas d'eau, c'est galère. Quand t'as pas d'eau, c'est galère. Après, voilà, c'est des questions que tu apprends aussi à traiter, et qui justement permet de développer des compétences dans ces matières, quoi, pour subvenir à besoin d'eau, l'électricité, le gaz, la plomberie, les travaux en général, quoi, qui permettent de se mettre à l'aise dans un lieu que tu découvres et qui n'est pas forcément aux normes, du coup, en général. Du coup, ouais, des galères d'électricité, des galères d'eau. Tu peux te faire couper l'eau parfois à n'importe quel moment sur une demande de propriétaire qui appelle directement, je sais plus, c'est Veolia, enfin bref, l'entreprise qui gère l'eau, et qui viennent te couper l'eau et tout machin.
Du coup, ouais, ça tombe assez souvent, les surprises comme ça, les mauvaises nouvelles qu'il faut traiter un peu dans l'urgence, quoi, parce que voilà, ça va déterminer clairement ton bien-être aussi dans le logement, quoi. Donc, ouais. Ok. Aujourd'hui, tu vis plus en squat? Non. Pourquoi t'as arrêté? Y a plein de raisons qui m'ont fait arrêter. Des raisons d'ordre personnel. Après, là, je dirais que peut-être fondamentalement, ce qui m'a déterminé premièrement à partir, c'est cette expérience de la marginalité, tu vois. C'est pas évident à vivre et bon, c'est assez complexe, mais quand t'évolues dans un groupe comme ça qui du coup est très soudé, avec lequel tu vis des choses assez intenses et des moments très 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 particuliers, et dans le contexte du squat qui forcément socialement est assez mal vu parce que par l'ensemble des gens, hein, enfin pas tous, mais voilà, souvent on a l'impression qu'on vole une maison à quelqu'un ou choses comme ça, alors que c'est jamais le cas, hein, finalement, c'est vraiment jamais le cas. Eh bien, cette expérience de la marginalité, elle se caractérise par le fait que ton groupe, au sein de ton groupe, il y a un esprit de meute qui se met en place, tu vois. C'est le clan contre le reste du monde, un petit peu, tu vois, parce que t'as l'impression que, je te disais, il y a cet aspect paranoïaque qui est souvent présent, parce que tu peux t'attendre à tout de la part des autorités, que ce soit les flics, que ce soit l'eau, l'électricité, la mairie, tout comme ça. Et du coup t'es obligé de resserrer les rangs, quoi, à fond au sein de ton groupe pour en fait traverser ça, parce que c'est vachement prenant au niveau émotionnel, quoi. Tu fais vraiment des rebonds incroyables, quoi, entre les moments où ça va et que d'un coup ça chute parce que il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée et tout. Enfin voilà, le groupe, c'est vraiment ce qui permet de tenir, et du coup c'est à la fois ultra sécurisant, ultra C'est fou de vivre une expérience comme ça d'équipe, quoi. Ouais, clairement. C'est clair, hein. Pas grand monde qui vit ça à ce point-là, à ce niveau, ouais, c'est sûr. Et du coup mais pour tenir les deux bouts, c'est sécurisant, et voilà, ça te renforce aussi personnellement. Et à la fois, moi, à la fin, j'avais l'impression de me battre contre le reste du monde, comme je disais, tu vois. Et à la fin, la logique, c'était nous contre eux, nous contre le reste, tu vois. En mode, t'as tellement l'impression d'avoir des ennemis un peu partout ou des gens qui sont susceptibles de pas comprendre ce que tu fais, de trouver ça complètement aberrant, d'être pas du tout dans les mêmes réalités. T'as l'impression avec le reste des personnes que voilà, au final, ton monde, ça devient ton groupe, quoi. Ouais, t'as même plus envie de t'ouvrir aux autres. Bah ouais, c'est compliqué, hein. Tu te renfermes, parce que moi, je sais pas, tu vois, avec ma famille, par exemple, c'était, avec ma famille proche, ça allait, mais voilà, je sais pas, des oncles, des cousins, ou je ne sais pas, c'était pas possible de parler de ça. Enfin, je veux dire, il y avait trop de trucs déjà qui me mettaient en jeu sur des questions judiciaires ou quoi. Et en plus, je savais où je présumais, hein, j'avais des a priori sur le fait qu'ils pourraient de toute façon pas comprendre, et que dans tous les cas, ils feraient pas l'effort, et dans tous les cas, on n'était pas dans la même réalité, quoi. En mode, il y avait une cassure, tu vois. Il y avait une vraie cassure. Et du coup, quand on vit avec cette représentation, au bout d'un moment, j'avais l'impression vraiment de m'extraire de la société, et ça crée de trop grosses contradictions en moi-même, quoi. Parce que les enjeux sociaux, politiques pour lesquels tu te bats, c'est quand même le principe aussi de se réunir un maximum de gens pour faire face à un gouvernement, pour faire face à
à une bourgeoisie, à une classe sociale qui détermine tous ces rapports-là. Et en fait, là, j'avais l'impression que non, juste c'était le clan contre le reste, quoi. Ouais. Du coup, tu peux pas vraiment te battre pour faire évoluer la société alors que tu vis en margelle, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Je pense que c'est une des illusions que j'ai fait tomber en vivant ça. C'est le fait que se battre en marginalité, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. En mode, parce qu'en fait, c'est un climat qui fait que au sein de ta marginalité, en fait, le délire, c'est que tu introduis les valeurs de la société que tu voudrais dans cette petite communauté, quoi. Mais du coup, c'est très limité et tu te rends bien compte que ça ne se propage pas, propage pas comme ça. C'est pas comme ça que les choses évoluent, quoi. Donc au final, le sens se perd un peu, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai perdu le sens de ça, et au final, tout ce que je voulais, c'était le bien du groupe, qu'on se mette bien, et à la limite les motifs de manifestation, la politique en général, finalement, j'avais aucune volonté de comprendre, puisque en fait tout ça n'était que mascarade, et tout ça, et toute cette société autour de moi, en fait, c'était du vent qui valait pas la peine de se battre pour elle, quoi. Et du coup, ouais, je pense que j'ai un peu pété les plombs par rapport à ça, et je m'en suis extrait, et voilà, il le fallait. Et voilà, aujourd'hui, Okay. je reviens là-dessus, quoi, et c'est vrai que j'ai changé de point de vue, quoi. Comment tu dirais que cette expérience t'a changé? Eh ben, m'a changé, m'a complètement changé. Je sais pas, des points de vue connaissances et compétences, j'ai appris plein de choses. Voilà, sur le volet judiciaire, sur le volet sur l'électricité, sur l'eau, sur tous ces premiers besoins qu'on occulte vite quand on est locataire ou propriétaire, en fait, parce que c'est des questions que tu te poses pas forcément. Ouais, toi t'appelles l'EDF et c'est bon, voilà, quand t'as l'électricité. Là, tu vois l'envers d'un décor, quoi. Vraiment, ouais, voilà, c'est très formateur pour ça. Vraiment, c'est très très formateur. Tu comprends bien plus de choses, quoi. Même au niveau de la justice, hein, comme je disais. Ça m'a changé aussi sur, comme je disais un petit peu avant, hein, sur politiquement, je pense que ça m'a formé. Je pense que finalement, j'ai fait un rejet un rejet, non, c'est un grand mot, mais je me suis extrait de ça, et là je me tourne vers d'autres choses. Et voilà, en vrai, ça m'a, je vais pas dire que ça m'a renforcé en vrai, j'en ai vu des belles, donc ouais, ça m'a un peu renforcé. Enfin, j'ai connu vraiment des moments de galère où c'était pas facile au niveau des conditions de vie et tout machin, et du coup, c'est vrai que quand t'as vécu ça, déjà, t'as beaucoup plus d'empathie pour les personnes qui le vivent au quotidien, parce qu'ils ont pas le choix du tout. Genre les réfugiés, genre les personnes qui ont pas de domicile, genre voilà, les gens qui se font jarter de chez eux et tout ça. Donc au niveau de l'empathie et de ça, voilà, t'as une meilleure compréhension de manière générale. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout traité, mais c'est une grosse idée reçue sur les squats, c'est la drogue. Ouais. Est-ce que c'est quoi Est-ce que tu veux en parler? C'est quoi ton expérience? La drogue. La drogue. La drogue. Alors la drogue. La drogue. Ouais, je sais pas très bien. Ouais, quelles sont les idées reçues. Je sais pas, dans l'imaginaire collectif. Ouais, ça se drogue, quoi, dans les squats. Ah oui, ouais, carrément. Bah, c'est vrai qu'il y a différents genres de squats, hein. Donc c'est vrai que, du coup, pour le coup, voilà, on était un squat assez politisé. On avait nos ambitions là-dedans et tout, qui étaient tournées vraiment vers des aspects assez politiques et tout. Et c'est vrai que en vadrouillant la nuit dans des quartiers, des fois tu tombes sur des trucs, de rentrer dans des squats de camé, quoi, vraiment, où tu rentres dedans, ça pue l'humidité, tout est crade, il y a des déchets partout, des seringues et tout machin. Et ça, pour le coup, ça existe, quoi. C'est des lieux qui existent dans la ville. Je pense que personne ne les voit trop, mais en vrai, il y a des gens qui se défoncent H24 là-dedans. Et voilà, après eux, c'est pas des lieux qui tiennent comme nous on faisait, quoi.
c'est très éphémère, quoi. 2 squats, 2 ambiances. 2 squats, 2 ambiances, ouais, exactement. Et du coup, ouais, ce genre de squat, pour le coup, j'ai pas du tout fréquenté à part en tombant dessus parfois. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi. C'est ambiance, je sais pas, c'est ambiance Requiem for a Dream, quoi. C'est vraiment, Ouais. c'est vraiment hardcore, ouais. Mais ouais, de voir ça, ouais, putain, j'ai des souvenirs qui me remontent. C'est des images assez hallucinantes, en vrai. Mais bon. Et sinon, après, dans les squats, ouais, je sais pas quoi dire. Ça fume un peu, quoi. Voilà, c'est comme dans beaucoup d'autres milieux enfin, c'est assez répandu de manière générale. Voilà. Moi, j'ai arrêté de fumer, mais voilà, ouais, j'ai fumé pas mal dans ces endroits, ouais, carrément. Enfin, dans ces endroits. À ce moment-là, de ma vie, quoi. C'est sûr. Est-ce que tu as un message pour finir l'interview, quelque chose que tu as envie de dire, un message à passer? Est-ce que j'ai un message? Le droit au logement, c'est quand même une question qui est hyper importante et c'est vrai qu'on se rend pas compte, je pense, de ce que c'est déjà pour quelqu'un d'avoir un chez soi, en fait. D'avoir un endroit où il peut mettre ses affaires, où il peut prendre le temps de se reposer, de faire ses démarches administratives, de se mettre bien dans sa vie, tu vois, parce que forcément beaucoup de nos compatriotes vont jeter très vite la pierre aux gens qui vivent en squat ou qui sont en galère de logement dans leur vie et tout, mais c'est vrai que c'est des phénomènes, c'est des forces qui sont pas contrôlables, et en fait ça peut arriver à un grand nombre de personnes. Et voilà, le droit au logement, c'est quand même je pense, pour quelqu'un qui a vécu des galères de logement, justement, c'est vraiment fondamental, quoi. C'est le début de quelque chose d'autre, quoi, quand on peut déjà vivre bien dans un endroit et tout ça. C'est un droit, quoi, qui devrait être qui est garanti en théorie dans la justice, pas dans les faits, quoi, mais après les causes sont clairement visibles, hein. C'est aussi dû à la société capitaliste dans laquelle on est, à la mauvaise répartition des richesses, des activités, tout ça qui produisent ça, et en France on voit bien qu'on est dans une grande pente descendante, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui tombent dans des grandes précarités, et en fait le phénomène squat, au-delà de mon expérience, en fait elle va se poursuivre et sûrement se multiplier au vu des circonstances économiques qu'on va vivre et qui vont arriver à l'avenir. Ça paraît pas tout rose, quoi.